Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir, peu importe à quel moment vous regardez votre émission d'information, bienvenue à vos infos TCBH du 7 octobre 2022. Cette semaine à l'émission, on va découvrir le portrait poétique du rendez-vous des Grandes Gueules et dans la partie rétrospective de l'été 2022, on part sur l'historique de la Saint-Jean-Baptiste. Si j'ai piqué votre curiosité, c'est parti pour vos infos TCBH. Tout d'abord, on vous présente dans l'actualité une entrevue que j'ai pu aller réaliser la semaine dernière avec Géraldine Saucier et ses comparses pour nous parler de Portrait poétique, une prestation qui avait lieu dans le cadre du Rendez-vous des Grandes Gueules le 2 octobre 2022. Du 2 au 9 octobre, c'était le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles. Pour la plupart, vous savez ce qu'est le Rendez-vous des Grandes Gueules. Eh bien, c'est un festival de contes, entre autres. Eh bien, l'une des prestations qui avait lieu lors du festival, c'était Portrait poétique. Et pour en apprendre davantage sur ce projet-là, la semaine dernière, j'ai été rencontrer Géraldine Saucier et une partie de son équipe pour en savoir un peu plus sur ce projet-là. Le projet Portrait poétique, ça m'est venu d'une idée, en fait, en octobre dernier. J'ai fait une résidence au CLAC Montjoly, dans la Métis. Et lors de cette résidence là-bas, j'ai travaillé avec 3 organismes qui viennent en aide aux femmes en situation précaire. Et j'ai fait le spectacle Fragment d'elle, en fait, qui est un spectacle de poésie-chanson où je suis seule sur la scène et où je parle des violences faites aux femmes, mais aussi de résilience. Et pour la création de ce spectacle-là, j'ai rencontré environ 10 femmes pendant tout le mois l'année dernière. Et j'ai réalisé à quel point les rencontres d'écriture, ça permettait beaucoup de libérer la parole, mais aussi de se rencontrer et de parler de nos vécus, de parler de nos difficultés. Puis j'avais envie de refaire ça à Trois-Pistoles. Donc j'ai parlé avec Sarah Amélie et grâce à la ville de Trois-Pistoles, on a pu réaliser ce projet Portrait poétique avec 6 femmes de la région de Trois-Pistoles. Donc, en fait, pendant plus de 2 semaines, on s'est rencontrés à la bibliothèque et à la Forge à Bérubé pour discuter de nos vécus. Puis, juste vous dire, en fait, qu'on est un groupe de 6 personnes, mais intergénérationnel. Donc, on va de la vingtaine jusqu'à 70 ans. Puis, en ce moment, dans la société, on parle beaucoup des différences intergénérationnelles, mais nous, ça a vraiment été quelque chose de bien. Ça nous a beaucoup apporté d'avoir différents vécus, différents types d'âge, puis c'était comme très diversifié, puis ça apportait à la table, puis on avait vraiment des belles discussions, puis c'était tout le temps dans l'ouverture. Donc, on était tout le temps ouverte à écouter l'autre, puis même si on n'avait pas des opinions, mais on s'écoutait, puis on écrivait là-dessus, puis ça nous faisait vraiment réfléchir. On a beaucoup réfléchi sur notre vécu. Et ce spectacle-là, en fait, ça a été vraiment créé en co-construction. Donc, on a vraiment
co-créé ensemble, les 6 personnes, pour créer un spectacle d'art littéraire. Et moi, à la base, je cherchais vraiment des femmes ou des personnes de la diversité de genre qui avaient pas de pratique artistique en art littéraire professionnel, mais qui voulaient, en fait, qui avaient vraiment un intérêt, puis qui voulaient se perfectionner et se présenter quand même sur la scène des Grandes Gueules, qui est un festival d'envergure internationale. Donc, on a représenté dimanche dernier, là, le 2 octobre, ce spectacle-là à la Forge à Bérubé. Donc, voilà! J'ai poussé ma curiosité encore un peu plus loin. Je voulais savoir, c'était quoi le contenu de Portrait poétique? Eh bien, voici ce que Géraldine me répond. On est vraiment allé puiser à l'intérieur de notre vécu en tant que femme. Donc, on parle beaucoup, et en tant que personnes qui sont nées femmes, parce qu'on parle beaucoup de la maternité. C'est vraiment un sujet qui est arrivé sur la table. Il y a quelqu'un qui a nommé ça, puis on était 6 personnes, puis on avait tous des vécus complètement différents par rapport à la maternité. Moi, en ce moment, je veux pas vraiment avoir d'enfants. Il y en a une qui a vécu un avortement, une autre que ça a été par l'adoption, qu'elle a vécu la maternité, d'autres qui ont vraiment vécu la maternité, en fait, qui ont enfanté. Puis c'était vraiment quelque chose qui les a changés. Puis on a vraiment échangé là-dessus. Tu sais, c'est des vécus différents, mais on en a parlé beaucoup, puis on a écrit là-dessus. Ça, c'est comme un thème très central. On parle aussi beaucoup des pressions sociales sur le corps, comment il faut qu'on se présente, comment il faut qu'on s'habille, comment il y a beaucoup de pression sociale sur nous. On a aussi les violences. On parle des violences faites aux femmes. On va chanter dans ce spectacle-là. Donc, on va chanter des chansons. On va aussi réciter des poèmes. On a travaillé l'interprétation aussi. Donc, on a travaillé l'écriture, on a travaillé l'interprétation, mais toujours ensemble. Donc, c'était vraiment dans une pensée non hiérarchique de l'art littéraire, là. Moi, je voulais vraiment leur donner les clés pour qu'elles puissent trouver à l'intérieur d'elles-mêmes qu'est-ce qu'elles voulaient raconter puis comment elles voulaient le raconter. Donc, c'était vraiment tout le temps comme elle qui disait « Ah oui, moi, je veux parler de ça ». Puis là, on allait dans des idées tout le temps comme OK, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Puis ça amenait tout le temps des nouvelles idées. Puis c'était vraiment des beaux moments de discussion, puis aussi de changer de lieu. On a travaillé à la Forge, on a travaillé à la bibliothèque. Fait que ça nous amenait tout le temps comme une diversité, en fait. Donc ça, je pense que c'est important. On va parler aussi beaucoup de empowerment, de résilience. Fait que comment on peut se réapproprier justement notre corps, comment on peut se réapproprier des espaces, comment on peut comme être forte dans ce monde, malgré nos différences, les différences qui nous habitent en tant que société. Puis aussi, justement, je parlais de l'intergénérationnel, mais on a aussi vraiment des vécus différents. Autour de la table, moi, je suis artiste, par exemple. Il y a une autre personne qui travaille au centre de femmes. Il y a une autre personne qui est retraitée. On est toutes rendus à des points différents dans nos vies, mais c'était beau que malgré la diversité, malgré la différence, on arrive à tout créer un projet commun. Puis on était là, puis le but, c'est on a un show à monter. Qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Puis il faut qu'on s'épaule, il faut qu'on soit là ensemble, il faut qu'on s'écoute, puis il faut qu'on s'aime, puis il faut qu'on y aille parce qu'on est 6 personnes, on ne sait pas trop comment on fait, puis on a un show à faire, fait que let's go, tu sais. Puis c'est ça, je pense, qui a créé vraiment de la beauté puis de la magie. Ça a été beaucoup des montagnes russes parce que quand on arrive dans un processus de création, on sait où on part, mais on ne sait jamais où on s'en va. Fait que je pense qu'il y a eu parfois du stress, parfois des incertitudes, beaucoup de doutes. Dans la création, je pense qu'il y a souvent du doute, mais je pense que justement le fait qu'on a tout le temps été là l'une pour l'autre, qu'on avait un groupe Facebook puis qu'on s'écrivait « Let's go! On est capable! » Puis, tu sais, il y en a des fois « Je suis plus sûre, non, allez, on est capable, ça va bien aller! » Puis on est là avec toi, puis tout le temps comme pour s'épauler puis s'encourager. Je pense que c'est ça qui a fait que malgré nos différences, bien, on est arrivé à avoir un show dont moi, je suis personnellement très fière. Puis je pense que ça va être c'est vraiment un beau projet citoyen que j'ai eu un extrême plaisir à partager avec ces personnes-là, puis que j'ai eu un extrême plaisir à partager aux Grandes Gueules. Puis c'est ça, je pense qu'au fond, le fait que ces personnes-là se sont lancées dans le projet, tu sais, on s'est comme tout un peu lancé les yeux fermés, puis OK, let's go, on y va! Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment... quand on est autour d'un projet commun,
ben, tu sais, on se retrouve autour de quelque chose, puis on se fait confiance, puis OK, faut aller de l'avant, tu sais, je pense que... Puis on se connaissait pas toutes, là. Il y en a qui se connaissaient un peu, mais on se connaissait pas toutes. Puis finalement, à force de se parler, on a fini justement par se faire confiance, puis par créer de l'ouverture, puis à s'écouter, puis donc... Ouais. Donc, il y a Andréane Paradis, Ileana Gutnick, Lulu Rousseau, Marie-France Pelletier, Suzanne Lavoie et moi-même, Géraldine Saucier. Et j'aimerais aussi remercier, en fait, les donateurs, les personnes qui nous ont appuyés, les organismes. Donc, il y a la Ville de Trois-Pistoles, il y a les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine, donc avec le Rendez-vous des Grandes Gueules, et il y a le Centre de femmes, Catherine Leblond. Donc, voilà. Lors de cette rencontre, j'ai parlé avec Marie-France Pelletier, une des participantes de Portrait poétique, qui est bien connue dans la région de Trois-Pistoles, pour lui demander en quoi a consisté sa participation au projet. Premièrement, c'est Géraldine qui est venue chercher des citoyennes de Trois-Pistoles ou de la région. Donc, d'aller chercher des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller sur les planches, pas nécessairement des artistes. Pourquoi moi j'ai choisi de faire partie de l'équipe, c'est pour cette raison-là, parce que c'était d'abord en tant que citoyenne. Je ne te mentirais pas que c'est un défi aussi pour moi de monter sur les planches, de m'exprimer en public dans ce cadre-là. C'est un super de beau projet, parce qu'à travers ce qu'on livre, ce qu'on va livrer aux spectateurs et aux spectatrices, c'est une partie de nous. Mais en même temps, ce que j'aime de ce projet-là, c'est parce que c'est une partie de nous, mais qui va résonner chez d'autres personnes, chez d'autres femmes, parce que en général, ce sont des sujets liés aux femmes. Ça s'est construit de cette manière-là parce que ce sont les thématiques qui ont sorti dans les rencontres qu'on a eues ensemble. Je trouve aussi que le fait de s'exprimer, nous, et qui rejoint les autres, va peut-être permettre aux autres personnes qui taisent ce qui leur fait mal, de décider de peut-être prendre la parole, pas nécessairement sur une scène, mais de pouvoir parler avec d'autres personnes, de pouvoir exprimer les douleurs qu'ils ont vécues. Comme on le fait, nous, c'est sûr qu'on l'a travaillé. Je ne vous dirai pas que ce qui va être présenté, parfois ça a été exprimé dans le groupe avec quelques souffrances, parce qu'on exprime des choses qui nous touchent vraiment. Alors, on travaille le texte, mais on veut aussi que ce spectacle-là, ce portrait poétique-là, soit porteur d'espoir. C'est que chaque personne, chaque femme en particulier, ont vécu des choses difficiles. On a vécu des choses difficiles, mais il faut passer à travers ça, soit en le nommant, soit en le partageant dans un groupe, en allant rencontrer des intervenants aussi. Ça fait partie du message qu'on veut livrer aussi. Ça fait que c'est par l'expression qui va faire que la plaie va être moins douloureuse. Cette souffrance-là va être moins douloureuse. Elle ne disparaîtra pas. Il y a une cicatrice. Mais le fait de le partager, puis d'être en groupe aussi, bien, je trouve que c'est bienfaiteur. J'ai également rencontré Lucie Rousseau pour qu'elle me parle de son expérience. J'ai beaucoup écrit, j'ai assisté aux réunions, j'ai écrit sur les cycles de la vie, j'ai écrit sur la maternité, j'ai écrit sur l'abus d'alcool et des drogues. Je pensais pas que j'avais une belle prose de même. J'ai lu un extrait à ma meilleure amie aujourd'hui, puis elle n'en revenait pas. Oh, elle dit, je pourrais pas être là. Ben, j'ai dit, tu penseras à moi, tu penseras à toutes nous autres, la gang de filles. Ça a bien été parce qu'on se rejoint toutes à un moment donné dans ça. Au niveau de la féminité, surtout. Les émotions reliées au fait d'être une femme en 2022, puis avec tout ce que ça peut comporter, puis ouais. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais finalement, en lisant les textes des autres, j'ai trouvé qu'on avait une belle créativité. Une fois la présentation faite au Rendez-vous des Grandes Gueules,
À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des choses avec Portrait poétique? En novembre, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est faire une tournée dans les Basques, mais principalement dans des centres communautaires, en partenariat avec le Centre de femmes, mais dans des centres communautaires pour aller toucher justement des personnes qui ne sont pas nécessairement appelées à la base par ces sujets-là, mais qui ont peut-être un étincelle ou quelque chose qui va venir les toucher, puis on va discuter avec eux, on va aller les rencontrer, on va aller lire nos textes, puis on va aller discuter pour justement ouvrir les horizons, aller vers une ouverture, vers l'autre, puis qu'on se parle de ces choses-là, parce que souvent, c'est les sujets qu'on aborde, l'avortement, les violences faites aux femmes, souvent c'est tabou, mais je pense que c'est en allant parler avec les gens, mais en tendant une main, puis en expliquant, qu'on va se faire des alliés puis qu'on va être capable de créer un monde meilleur. En fait, ça, c'est mon opinion, mais je pense que c'est pour ça aussi l'idée d'aller dans des centres communautaires, donc d'aller vers d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement appelées par ça, puis de créer une certaine compréhension autour de ça. Puis, tu sais, moi, je travaille beaucoup la médiation culturelle, l'art, en fait, pour libérer la parole. Je fais beaucoup de médiation culturelle. J'ai travaillé avec des personnes en situation d'itinérance, avec des aînés, parce que je pense que l'art peut vraiment permettre une forme de résilience, peut vraiment permettre de s'ouvrir, de libérer notre parole, puis d'une façon que le public est à l'écoute, peut-être. Puis de dire aussi des choses qu'on ne dit pas dans la vraie vie. Qu'on n'a pas d'espace dans le monde pour dire ces choses-là, tu sais. Le vécu qu'on a parlé dimanche pendant les grandes gueules, bien, on n'a pas nécessairement d'espace tant que ça dans notre société pour parler de ça, mais là, de permettre d'avoir un espace dédié à ça, qui est aussi dans la beauté et dans la créativité, bien, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, puis c'est pour ça aussi que je voulais faire ce projet-là. À la fin de notre entrevue, j'ai pu entendre un extrait de Portrait poétique. Voici ce que ça donne. Si t'es une single lady, c'est What? Si t'es une vieille fille, c'est What? Si toi aussi tu veux pas de ring, c'est What? Si tu veux flipper tes cheveux, bouger ton booty, c'est What? R-E-S-P-E-C-T. Ma chum, t'es la plus belle quand tu marches solo, le muffler à 1000 à l'heure. L'indépendance, tu sais le porter. Toi, la game, tu sais la jouer. T'as pas besoin d'une date Tinder, café, terrasse, ta robe jazzée. Monte ses tables, le bar, c'est tatoué. La solitude en épaulettes, en épaisseur de paillettes. Tu shines, rose gold. C'est toi, l'American Dream. Anyway, toi, t'as jamais voulu de 9 à 5 clôturé en plate-bande au-dessus de tes rêves. Tu veux partir, te faire l'amour sur une plage, crier « Vagin » dans un resto, boire des pina coladas entre amis « You don't need no man » pour te faire une maison. Vas-y, mange ta jarretière, danse dans les champs, fais un feu de joie de ta robe blanche. Ta valeur ne se mesure pas par le nombre de trophées que t'as dans ton lit. Chicks-toi pour toi. En mode eat, pray, love, veston, cravate, bling, bling, bling. Y a rien de trop beau pour être vrai. Ride tes nouveaux projets, le célibat te va à merveille. Dans ton lit solo, c'est peut-être le glow de ton dildo. Lui au moins, il sait te faire venir. What? Donc, Portrait poétique à l'automne, en novembre, ce sera quelque chose à surveiller. On prend une pause publicitaire et au retour, on s'en va découvrir la partie rétrospective de l'été 2022 de cette semaine. On s'en va sur les traces de l'historique de la Saint-Jean-Baptiste. Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. Vous prenez soin d'une personne de votre entourage à temps plein? Vous aimeriez avoir un moment de repos? Le Capable dispose maintenant d'un endroit chaleureux pour accueillir votre personne aidée pendant quelques heures ou quelques jours.
L'appartement est situé à l'intérieur de la résidence Montchez-nous de Saint-Éloi et les coûts sont de 25 $ par jour, incluant les 3 repas et l'assistance d'une préposée qualifiée du Capab durant toute la durée du séjour. Pour en savoir plus, composez le 88 851 4040. À présent à l'émission, on s'en va découvrir l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste avec l'anthropologue Isabelle Matte qui présentait à la bibliothèque Anne-Marie Damour de Trois-Pistoles le 18 juin dernier une conférence nous expliquant l'origine de la Saint-Jean-Baptiste. Bien entendu, on ne vous présente pas la conférence dans son intégralité pour une question de droit d'auteur, mais on vous présente des extraits de sa conférence. Aujourd'hui, ce samedi pluvieux, ouais, nous aurons un soleil qui va venir nous illuminer. Donc, la conférence portera sur les origines de Saint-Jean-Baptiste. Isabelle Matte est une anthropologue en liberté. Alors, la Saint-Jean-Baptiste date probablement de plus loin que ce que nous pensons. Alors, je vous laisse vous découvrir avec Isabelle toute l'ampleur de ses recherches. Alors, merci et bonne conférence. Merci. Merci, Karen. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas mon premier passage ici. Je suis venue faire la série de conférences sur les fêtes. Bon, avec la COVID, on a suspendu je pense 2 ans celle-là que je t'avais présentée. Et là, ben, je suis de retour, donc je suis contente. Je pense que c'est l'endroit où j'ai fait le plus de conférences, finalement. C'est la 4e ou 5e fois? 4e. La 4e, OK. Donc, ben, on va se lancer tout de suite. En fait, avant, je vais juste mentionner, quand Karen disait anthropologue en liberté, c'est vrai. Je suis anthropologue en liberté, mais depuis quelques mois, je suis maintenant aussi conservatrice au Musée maritime du Québec à l'Îlet-sur-Mer. Donc, ça restreint un petit peu mes mouvements. Donc, la liberté, elle est là, mais un petit peu plus encadrée, disons. Mais je fais un petit message en passant, là. Si jamais ça vous tente de venir nous voir cet été à l'Îlet-sur-Mer, c'est pas très loin, c'est à 1h30. Et on a une belle ouverture du parc fluvial qui existe déjà en arrière du musée maritime. Mais là, on a une superbe exposition à ciel ouvert qui va être inaugurée dans quelques jours, cette semaine. Et ça vaut vraiment la peine. Donc, voilà, je fais mon petit clin d'œil à mon nouvel univers. Alors, pour l'instant, on se plonge dans les origines de la Saint-Jean-Baptiste parce qu'on est à cette époque de l'année où les jours rallongent. Bon, ça paraît pas tellement aujourd'hui, on se croirait plutôt au mois d'octobre, mais en temps normal, possiblement dans les prochains jours, on va sentir vraiment que l'été arrive, que les jours rallongent et c'est comme ça qu'on le sent justement, que le temps est en train de tourner vers la période véritablement estivale. Donc, on va voir ensemble différentes choses. En fait, vous allez voir que, comme anthropologue, c'est vrai que c'est assez large, mon analyse de ces origines de la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête, évidemment, des Québécois, des Québécoises. C'est vraiment la fête nationale des Québécois, des Québécoises, mais c'est une fête qui est beaucoup plus ancienne que ça. Donc, c'est véritablement pour ça que je l'appelle aux origines de la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on remonte vraiment à la préhistoire. Vous allez voir que c'est important de remonter aussi loin que ça, parce que les traces de cette fête-là remontent à cette époque-là. On va passer aussi à travers l'ère chrétienne, parce que c'est là où se met en place vraiment justement le nom de Saint-Jean-Baptiste.
On va faire une incursion en Scandinavie parce que cette fête-là prend un tournant vraiment important en Scandinavie. Et en deuxième partie, là, on va vraiment se concentrer sur l'importance de cette fête-là au Québec, avec, bon, évidemment, on va commencer en Nouvelle-France. On va voir comment Saint-Jean-Baptiste est devenu le saint patron des Canadiens français, pour terminer avec une sorte de petit parcours d'évolution de la fête dans les dernières années. Est-ce que c'est correct si je transfère de côté? On dirait que j'ai comme de la chaleur qui vient ici. Est-ce que c'est correct comme ça ici, si je me mets ici? Super. Ça va pour vous? Parfait. Non, c'est un petit peu plus. Comme ça ici? Oui, pas trop. Excellent. Ouais. Donc, la raison pour laquelle on parle de préhistoire, c'est que c'est véritablement, on va revenir encore au fameux solstice. On a parlé du solstice parce que, vous le savez, on parle de jours qui rallongent. Bien, c'est ça, en fait, le solstice, c'est le jour le plus long de l'année. Et depuis longtemps, nos ancêtres très lointains, très éloignés, ont vu ce moment-là comme un moment spécial. Et je pense que c'est assez évident que pour les gens qui habitent l'hémisphère nord, parce que c'est notre cas, là, peu importe où on est dans l'hémisphère nord, ben ce jour-là, c'est le plus long, en opposition au solstice d'hiver qui est le plus court. Donc, nos ancêtres lointains ont gravé dans la pierre, ont monté des monuments à ce sujet-là pour marquer ce jour spécial. Entre autres, on connaît peut-être, certains d'entre vous, ce monument de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre, ces immenses cercles de pierre qui marquaient les solstices. Dans le cas de Stonehenge, c'était justement le solstice d'été qui était marqué. Donc, c'est un monument qui a été bâti, érigé entre 2800 et 1100. C'est difficile de déterminer la date exacte. Ça a probablement été sur plusieurs décennies, voire plusieurs centaines d'années. Et c'est vraiment un des lieux, je dirais, les plus symboliques et les plus connus aussi des célébrations autour du solstice, en tout cas en Europe à tout le moins. Mais il y a Newgrange aussi en Irlande, qui est un peu moins connu, mais qui est encore plus ancien que Stonehenge, qui date de 3200, donc avant Jésus-Christ. Et c'est celui-là, ce site-là est plutôt consacré au solstice d'hiver. Parce que c'est des tumulus, en fait, des espèces de tombes souterraines, semi-souterraines, qui comportent un long couloir menant à une salle funéraire qui va s'éclairer seulement une fois par année, le matin du solstice d'hiver, où le soleil va se lever. Et ça a été vraiment conçu, calculé, pour venir éclairer le matin du solstice, que le soleil de ses rayons pénètre là, dans le couloir et vienne éclairer pendant, 10 minutes, 15 minutes, vienne éclairer la salle funéraire. Donc, c'est impressionnant d'imaginer que des gens qui n'avaient pas les instruments qu'on avait, strictement avec l'observation des étoiles, des astres, et donc notre astre à nous, humains, le plus important, c'est le Soleil. Donc avec l'observation des autres astres et de cet astre-là qu'on voulait honorer finalement d'une certaine manière, ont été capables de construire quelque chose d'absolument aussi précis que ça. C'est dire justement l'importance que nos ancêtres lointains, pas du Moyen-Âge, de l'époque donc de la préhistoire, ont vraiment porté de l'importance à ce moment-là. Je veux aussi, on avance un petit peu dans le temps déjà, parler des Celtes, parce que c'est beaucoup cette population-là celtique, qui était d'ailleurs dans toute l'Europe. Hein. Les Celtes, c'était pas qu'en Irlande, en Écosse, en Bretagne. C'était une population qui était partout sur le continent européen. Donc, c'est une population qui était majoritaire, je dirais, mais qui ont développé différentes langues, mais une culture commune, un petit peu comme les Autochtones, disons, en Amérique du Nord, ont une espèce de culture commune, mais éventuellement sont devenus des populations avec des cultures et des langues spécifiques. C'est un petit peu la même chose pour les populations celtes. Là, sur plusieurs centaines d'années, ces populations-là ont recouvert l'ensemble du territoire européen. C'était avant l'époque romaine.
Et justement, concernant les Romains, bien, la raison pour laquelle on a encore beaucoup de traces du passage des Celtes en Irlande, c'est que les Romains ne se sont pas rendus sur cette île-là. Donc, quand les Romains sont arrivés avec leur conquête et leur prise de possession, je dirais, du territoire, bien, ils ont laissé sur plusieurs centaines d'années leurs traces, des traces importantes. C'est un empire important, majeur, puissant. Les Celtes en Irlande, finalement, ont continué à évoluer de leur côté, donc n'ont pas eu cette influence-là de façon directe. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, même si ça fait très, très longtemps, il y a encore une espèce il y a encore des traces de cette culture-là plus présentes, dont la langue en Irlande. Et la raison pour laquelle je vous parle des Celtes aussi, c'est que ces gens-là ont déterminé un calendrier qui va devenir un petit peu, au fil du temps, le calendrier de tout le monde en Europe, finalement. Et ça, c'est un exemple de leur pratique artistique, le chaudron de Gunstrop, qui a été trouvé en Allemagne, et on voit ici là, un dieu qui s'appelle comment donc? Taranis? Oui, Taranis, je crois. Dieu Taranis, avec la roue, sa roue du temps. Et cette roue-là, oui, c'est ça, Taranis, sa roue du temps qui marque justement le passage d'une saison à l'autre, mais aussi, d'une certaine manière, la façon dont le temps est comme infini, hein, ce cercle-là qui roule toujours sur lui-même, s'enroule aussi un peu comme une spirale, comme on a vu les gravures aussi sur les pierres qu'on a vues précédemment là, sur le site de Newgrange. Ce symbole-là, il est très, très fort en Irlande et chez les Celtes en général, comme une espèce de mouvement du temps qui avance, mais en même temps qui revient, comme les saisons reviennent. Donc, Taranis et sa roue représentent à la base le calendrier qui va être utilisé. Et ce calendrier-là, il est divisé en deux. Bien, en fait, il est divisé en plusieurs portions. Mais les deux pôles principaux, c'est les solstices, hiver-été. Et donc, la roue se divise en deux. Et à partir de là, va se dresser d'autres fêtes. Et donc, à peu près, je dirais... C'est sûr que les 4 principales fêtes sont indiquées comme on les voit ici, mais les solstices, donc, et les équinoxes, représentent 4 autres fêtes aussi. Donc, c'est 8 fêtes importantes chez les Celtes qui vont être célébrées et qui vont constituer un peu la structure, la base même du calendrier celtique. Donc, la Saint-Jean à travers les âges, on plonge maintenant dans l'ère chrétienne. Mais l'ère chrétienne, en fait, débute avec le christianisme, évidemment, et le christianisme va instaurer la Saint-Jean-Baptiste telle qu'on la connaît, avec ce terme-là, le terme de Jean-Baptiste, parce que c'est à sa base, finalement, que va se développer cette idée que l'Église a donné ce jour-là, le nom de Jean-Baptiste à ce jour, quelques jours après le solstice. Mais ça va être en lien avec le Christ. C'est ça, c'est intéressant parce que c'est toujours en relation avec... donc, c'est comme 2 miroirs, 2 frères, mais en réalité, c'est 2 cousins. Et on le sait, dans l'histoire sainte, le Christ, c'est le cousin de Jean-Baptiste. Et étonnamment, ces 2 figures-là, évidemment, dans la réalité historique, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont nés. On n'a pas de preuve de ça. Mais l'Église va récupérer ces personnages, ces figures-là, très importantes, et va donner le nom de leur fête principale donc, finalement, vont récupérer ces fêtes-là qui existent déjà chez les Celtes, chez d'autres populations, donc des 2 solstices, vont attribuer à ces fêtes-là Jean-Baptiste et le Christ, finalement. Parce que Jean-Baptiste, ce personnage biblique qui va baptiser le Christ lui-même, c'est un peu le précurseur de Jésus. C'est un peu le précurseur de cette grande histoire qui va marquer finalement l'Occident au complet.
Et c'est pas le seul d'ailleurs, Jean-Baptiste. C'est pas le seul prédicateur du désert. Nous, c'est celui qu'on a retenu parce qu'il a été retenu par l'histoire biblique. Mais en réalité, il y avait plusieurs prédicateurs de ce type-là. Mais celui-là, c'est celui qui a baptisé le Christ et qui était possiblement, fort possiblement, son cousin aussi. Donc, c'est deux destins liés qui nous sont présentés. Et c'est intéressant de voir un petit peu la symétrie qu'on a. La symétrie, donc, c'est-à-dire le regard, mais le regard inversé. C'est ça, une symétrie, hein? C'est comme... c'est la même chose, mais à l'envers. Donc, on va voir que, on l'a dit, Jean-Baptiste est le précurseur, alors que Jésus, c'est le Messie. D'un autre côté, donc, le solstice d'été, le solstice d'hiver, on a attribué la naissance du Christ le 24 décembre, donc quelques jours après le solstice d'hiver, et la même chose pour Jean-Baptiste, quelques jours après le solstice d'été. Donc, ils se répondent, là, les deux personnages. D'un côté, Jean-Baptiste naît d'une très vieille femme. Hein? Dans l'histoire biblique, on dit que la mère de Jean-Baptiste n'aurait normalement pas pu avoir d'enfant, elle était rendue à un âge très avancé, alors que de l'autre côté, le Christ naît d'une vierge, selon l'histoire biblique, encore une fois. D'un côté, on a un personnage qui est rempli de l'Esprit Saint, alors que l'autre est conçu par l'Esprit Saint. Donc, ces deux personnages bibliques vont devenir les symboles autour desquels on va construire, on va attribuer les fêtes qui sont déjà fêtées par les gens en Europe. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui, oui. Parce que finalement, cette fête-là était déjà très, très installée depuis des millénaires. Donc, au lieu de complètement chambouler les habitudes des gens qui, de toute façon, auraient continué à célébrer le solstice, on a attribué à ces fêtes-là une signification chrétienne. Et ça, c'est le grand génie de l'Église catholique aussi, d'avoir récupéré finalement les anciennes fêtes. Et c'est comme ça, finalement, que se bâtit la culture, les cultures en général. C'est pas... bon, l'Église a eu ce génie-là, si on veut, de récupérer ce qu'il y avait dans les bases là, culturelles des populations. Mais ça se fait depuis toujours, en fait. La culture, c'est comme ça que ça se construit par couches successives. Donc voilà, on voit un petit schéma ici tout simple, là, mais tu sais, juste pour montrer comment, finalement, cette fête donc de Noël célèbre le Christ parce que c'est la lumière du monde. Et à partir du jour le plus court, quelques jours après, c'est Noël, bien là, c'est la lumière qui revient. Donc, c'est contre-intuitif un peu parce qu'on se dit c'est sombre, c'est le jour le plus court. Pourquoi c'est la fête du Christ alors que c'est le personnage, la figure fondamentale est beaucoup plus importante? Mais c'est parce que justement, le soleil revient, les jours rallongent. Donc c'est l'espoir qu'on instaure. Et avec Jean-Baptiste, bien, évidemment, c'est le summum de la lumière et de l'été, le 21. Mais Jean-Baptiste, finalement, cède le passage à ce qui s'en vient. Et les jours commencent à raccourcir à partir du 21. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est ça qui s'en vient, là. On va atteindre le pic, le summum dans quelques jours, et ensuite, ben, on va perdre un petit peu, mais bon, voilà. Donc, diminution de la lumière, triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et donc, c'est tout ce processus-là qui se met en place pendant le Moyen Âge, le long Moyen Âge qui dure presque 1000 ans, en fait, à peu près ça, 1000 ans, là, grosso modo, environ 500 après Jésus-Christ, bien sûr, jusqu'à 1500, c'est un chiffron, là, mais... Donc, toute cette période-là où le christianisme s'est vraiment développé au point de devenir un empire et très, très important au plan politique partout en Europe et au-delà, bien, toutes les cultures qui étaient là auparavant, entre autres les cultures celtiques, sont encore présentes et veulent un petit peu ressurgir. En fait, c'est jamais vraiment disparu. Donc, le Moyen-Âge est un petit peu une période où, une longue période finalement, je ne sais pas, là, ça me vient de même, c'est pas exactement ça, mais d'appropriation culturelle, dans le sens où finalement, on va utiliser ce qui existe déjà pour construire autre chose, pour construire une nouvelle signification.
Et un exemple de ça, c'est à Saint-Jean-d'Audressel, dans le nord de la France, sur la côte. Il y a des municipalités qui portent des noms de divinités scandinaves anciennes. Parce que, bon, on a parlé des Celtes, mais par la suite, il y a eu les Scandinaves, les Vikings, entre autres, qui n'étaient pas chrétiens au départ, qui ont, bon, on le sait, là, les Vikings ont fait des raids, ont fait beaucoup de dommages, mais éventuellement, ils se sont installés un peu partout en Europe. Et donc, ont développé aussi des cultures, ils se sont en fait installés, ces populations-là. Et leur influence est restée quand même longtemps. Donc, la christianisation a poursuivi, mais dans le fond, Saint-Jean-Baptiste d'Audressel, c'est un exemple on voulait instaurer vraiment un peu plus fondamentalement, un peu plus, de façon plus marquée, le christianisme avec cette église-là, Saint-Jean-d'Audressel, parce qu'autour, il y avait toutes sortes de municipalités. Enfin, ce n'était pas des municipalités à l'époque, mais des communes, des communautés, donc des villages qui étaient nommés autour de dieux germaniques. Donc, Odin, vous savez, le dieu Odin dans la mythologie scandinave, il y avait une municipalité, je dis municipalité, je suis en 2022, là. Reportons-nous au Moyen-Âge, donc des villages nommés Odingen, par exemple, d'après le dieu Odin, Raventun, qui est issu de l'inspiration du corbeau qui accompagnait Odin, Ambleteuse, donc qui existe encore, hein, c'est encore ce nom-là, et Tardingen, donc issu du dieu Thor. Donc toutes des municipalités qui vraiment sont ancrées dans l'ancienne mythologie scandinave. Là, l'Église a décidé en plein milieu de ces villages-là, d'instaurer un village qui s'appelle Saint-Jean-d'Audressel, donc instaurer un nom chrétien véritablement. Une des premières fois qu'on a nommé une municipalité, c'est celle-là, et c'était un petit peu pour montrer, je dirais, un peu l'exemple de ce qui allait suivre dans les décennies et même les siècles qui allaient suivre finalement. C'est seulement au 5e siècle que l'Église va instaurer à la fois Noël et la Saint-Jean-Baptiste, instaurer les deux dates. Ces deux dates, finalement, des 24 juin et 24 décembre. Vous voyez, c'est vraiment lié, ces deux choses-là. Donc, tout de suite après les solstices. Donc, et par la suite, toutes les dates donc des fêtes chrétiennes vont s'instaurer graduellement. Et c'est une sorte d'entreprise longue et fastidieuse, mais c'est très, très souvent, la plupart du temps, à part Pâques. Pâques est la seule fête vraiment originale parce que c'est la fête finalement chrétienne par excellence. C'est vraiment le sens de la chrétienté, c'est la résurrection du Christ. Donc, on a instauré une date, même si ce n'est pas une date, elle change à chaque année, mais une façon de calculer la date à chaque année, originale. Mais la plupart des autres fêtes chrétiennes sont basées sur des anciennes fêtes, comme celle-là. Donc, tout au long du Moyen Âge, la Saint-Jean-Baptiste va commencer à prendre une importance capitale parce qu'elle a déjà cette importance-là avec les anciennes fêtes autour du solstice. Les populations, par exemple, en Bretagne, qui étaient des Celtes, les Bretons étaient issus des populations celtes avec une langue qu'ils ont gardée jusqu'à aujourd'hui pour plusieurs d'entre eux. Ce n'est pas la majorité des Bretons qui parlent breton, mais quand même, c'est encore là. Donc, en Bretagne, c'était très fort, cette célébration, et c'est devenu, oui, la célébration de la Saint-Jean qui est devenue le symbole principal. On fêtait Saint-Jean, mais à ce moment-là, donc au moment du solstice, quelques jours après le solstice. Ça, c'était un bel plaisir parce qu'on a tout le temps la gueule fendue jusqu'aux oreilles. Donc, immense souvenir, un grand spectacle. Je la vois déjà. Cette étoile dans la nuit. Ça a été, pour moi, un exemple à retenir.
spectacles collectifs qui ont suivi et qui suivront. Je sais pas le nombre de personnes qui avaient là, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Et vraiment, j'en étais étourdi. Quand je regardais les gens arriver, puis il faisait très beau ce soir-là, puis c'était l'été, puis c'était le 24 juin, je pense. C'était ma fête! Oui, c'était ma fête en plus. Moi, moyenne fête. C'est un cadeau pour un spectacle comme ça. C'est un grand cadeau dans une vie. En plus, c'est arrivé à un moment où on était au summum de l'excitation politique et sociale, où on était convaincu de pouvoir changer les choses, où on était convaincu que ce qu'on faisait avait une portée incroyable et tout ça. Alors, c'était merveilleux. Donc, effectivement, 76, c'est l'élection du PQ, mais ça précède, en fait, cette élection-là, parce que la Saint-Jean-Baptiste est l'été, et bon, ça a été à l'automne, donc, cette élection-là. Mais c'est vraiment, là, la première fête des Québécois. On dit ici, des milliers de Québécois s'étaient donné rendez-vous hier soir sur les plaines d'Abraham pour le début des festivités. Le premier ministre René Lévesque était de la fête, et c'est lui qui, au cri de la foule, a allumé le symbolique feu de la Saint-Jean. Donc, c'est incroyable, on n'y échappe pas. Le feu de la Saint-Jean, c'est probablement ce qui va rester le plus, et ce qui a toujours été et ce qui va probablement être dans le futur lointain. Peu importe où on est, c'est vraiment le grand symbole. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de résonance avec le soleil, mais c'est une sorte de rassemblement autour de ce feu de joie. Et effectivement, en 77, donc l'année qui suit l'élection du PQ, ben là, c'est l'explosion aussi de la possibilité d'avoir un pays. C'était ça un petit peu avec l'élection du PQ et le mouvement de Lévesque. Et donc, c'est ça, là, je veux dire, les années 70, on le sait, jusqu'en 80, ça a été des années fastes pour la Saint-Jean-Baptiste, avec une interprétation justement très fortement politique. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui adhère à ça, qui adhérait à ça à ce moment-là, parce que, bien sûr, le référendum a été perdu. Il y a 60% des gens qui n'ont pas adhéré à cette idée-là. Mais, en fait, c'est pas parce que les gens n'ont pas voté oui en 80 qu'ils n'étaient pas portés par cette vague, donc, de fierté et donc il y a beaucoup de gens qui adoraient Lévesque. En fait, je pense que même dans les années 70, même les gens qui n'avaient pas voté nécessairement pour le PQ, il y avait un respect quand même pour cet homme-là très, très grand. D'ailleurs, on fête cette année le 100e de sa naissance là, à René Lévesque. Donc, c'est une façon je ne veux pas préjuger de votre âge, mais je dirais que vous l'avez probablement, vous avez connu les années où il était au pouvoir, possiblement. Moi, je l'ai connu, en tout cas. Mais pour d'autres qui l'ont moins connu, c'est intéressant de faire des commémorations comme ça pour savoir l'importance que cet homme-là a eue et a encore, d'une certaine manière. Son legs est encore très important, un immense démocrate. Et la Saint-Jean-Baptiste, ben là, on tombe aussi dans les fêtes donc, de village. Tout à l'heure, on a vu quelques images de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Georges-de-Beauce. Dans les années 70, cette fête-là, donc un peu partout. Ça c'est des images en Abitibi. J'ai trouvé ça à la Bibliothèque nationale. C'est ça, la Bibliothèque nationale, des fêtes de Saint-Jean-Baptiste à Rouyn-Noranda entre 76 et 79. C'est différentes photos qui ont été prises à ce moment-là. Donc, on voit vraiment le retour à la terre. On sait que c'était un mouvement fort dans les années 70. Là, on en vit un autre, je dirais, d'une certaine manière, un peu différent, mais quand même, il y a des grands principes qui restent quand même dans ces espèces de volonté de communauté, de vivre ensemble mieux, de respecter la terre. C'est encore, il y a ça aussi beaucoup dans cette génération-là et dans plusieurs
communauté, plusieurs personnes aujourd'hui. L'artisanat était très, très fort dans les années 70. Donc, tout mélangé finalement à cette fierté d'être québécois. La jeunesse, la jeunesse du baby-boom fleurissait, avec leurs cheveux aussi, avec leur barbe. Il y avait vraiment, hein, c'était cette époque-là. Et ça, j'en revenais pas quand je suis tombée là-dessus. C'est le groupe de Richard Desjardins, Abitibi, finalement, c'est en Abitibi, mais c'est le groupe de Richard Desjardins qu'on voit ici, donc qui fêtait la Saint-Jean-Baptiste. Je ne sais pas en quelle année exactement, c'est entre 76 et 79. Donc, un jeune Richard Desjardins qui est en Abitibi et qui n'est pas très connu à cette époque-là, qui est connu juste par une petite communauté abitibienne. Et là, je ne parle pas des années 80 parce que c'est un petit peu le moment où ça a tombé. Il y a eu des Saint-Jean-Baptiste, mais ça a été après l'échec du premier référendum, l'échec du oui. Il y a eu une sorte de repli, de déception dans ce mouvement-là. Mais en 90, avec l'échec de l'accord du lac Meech, et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du discours de Robert Bourassa, juste après cet échec-là, là, il y a eu comme une résurgence de politique au plan donc de la possibilité de retrouver justement cette voie vers un pays, vers l'idée de faire un pays. Donc, une résurgence incroyable de la fête nationale des Québécoises et des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste. Et donc, moi, ce sont ces Saint-Jean-là que j'ai vécu, ces fêtes nationales-là, personnellement. Là, dans les années 70, j'étais trop petite. Donc, j'ai des souvenirs vagues, mais quand même, j'ai eu la chance de vivre cette fête-là. Je me souviens comme si c'était hier, sur les plaines, en 90, au lendemain de l'échec du lac Meech. C'était fou, là. C'était comme ça, là. Je veux dire, il y avait des gens partout et là, il y avait vraiment cette résurgence de l'espoir de l'issue positive, donc d'un possible référendum qui allait venir éventuellement. Donc, c'est sûr que, je vous parle de ça, vous m'entendez parler et possiblement vous devinez un petit peu mon penchant. Puis je ne suis pas gênée je m'en cache pas, là. Moi, je pense que le Québec devrait être un pays, mais bon, il a choisi 2 fois de ne pas l'être, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Mais toujours est-il que cette idée-là, même si elle est moins à la mode, il y a quand même cette réalité-là a été tellement forte qu'elle ne peut pas mourir de sa belle mort non plus. Et je pense que cette ferveur-là, même si elle est plus allumée comme elle l'a été, et même s'il n'y a pas la possibilité nécessairement de la faire vivre de la même façon, moi je pense que le feu, il couvre toujours, parce que le feu, donc les braises, c'est finalement, le feu qu'on voit, c'est toujours impressionnant, mais le feu, le plus important dans le fond, c'est de le garder vivant, et c'est les braises dessous qui font que les feux se rallument. Et moi, je pense que c'est pas du tout, contrairement à ce que plein de gens disent, c'est pas du tout mort, cette idée-là. Je veux dire, quand on regarde l'histoire sur le long terme, les idées, les bonnes idées, les ferveurs populaires, ne meurent jamais, elles se transforment. Et c'est possiblement ce qui peut arriver. Donc, cette époque-là, dans les années 90-2000, il y a eu cette idée de remettre au devant de la scène des géants, l'idée des géants à Montréal. C'était principalement pour le défilé de la fête nationale à Montréal. À chaque année, on faisait quelques géants, quelques personnalités, par exemple Maurice Richard, René Lévesque, des personnages plus anciens, Félix Leclerc. Donc, on en remettait des nouveaux à chaque année. Donc, ça a été un petit peu, ça a marqué les fêtes et le défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal pendant ces années-là. Et éventuellement, ben, c'est ça, les fêtes se sont poursuivies parce que c'est vraiment un moment de rassemblement depuis les débuts de l'humanité. Et on a la chance au Québec d'avoir cette fête-là comme fête nationale. Donc, c'est vraiment, on est chanceux d'une certaine manière parce que
C'est une fête qui, de toute façon, est fêtée par les populations du nord, de l'hémisphère nord depuis toujours. Et au Québec, on a donc la convergence de cette ancienne fête du solstice avec cet amalgame avec la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste d'abord, mais maintenant on appelle donc la Saint-Jean-Baptiste la fête nationale des Québécoises et Québécois. Et on continue à la fêter, ça c'est en 2016, donc ça date un peu, mais quand même ça donne un petit peu une idée de l'importance de cette fête-là, parce qu'on va chercher vraiment des gros noms de la chanson, de la culture, des animateurs que les gens aiment, toujours pour faire des événements rassembleurs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on fête au niveau national, mais encore une fois, aujourd'hui, vous voyez, on fait une petite conférence, là, c'est un petit événement, mais la vraie fête va venir la semaine prochaine avec, encore une fois, des rassemblements, possiblement un feu, je ne sais pas, des fois des feux d'artifice, enfin, donc, voilà, c'est quelque chose qui se perpétue et qui va, je pense, continuer avec les décennies qui viennent. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions de sujets à nous proposer, je vous invite à le faire sur tcbh.tv. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook et ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.